Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment définir le bon loyer. Et pour ça, je suis accompagné de Jean Berg. Salut Jean. Salut Max, ça va? Yeah, super à toi. Impeccable. Super. Donc, on va démarrer ensemble avec Jean et vous-même une bonne série de vidéos sur la gestion immobilière. Donc, c'est un sujet qui revient beaucoup en question et très peu sur YouTube. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on s'était dit qu'on allait essayer d'apporter un petit peu de contenu à ce sujet. Je suis accompagné, comme vous l'avez compris, de Jean. Jean, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent éventuellement pas? Bien sûr, je pense qu'il y en a pas mal qui ne me connaissent pas. Je suis Jean, du coup je suis associé de Max sur B2Bed, donc l'agence immobilière, et je m'occupe principalement de tout ce qui est gestion. Donc l'agence aujourd'hui qui est basée à Lyon, on a à peu près une centaine de lots et on ne gère pas qu'à Lyon parce que grâce à nos chasseurs qui sont répartis ailleurs en France, on a aussi des pôles de gestion à Toulouse et en Bretagne par exemple. Mais voilà, le cœur est à Lyon et la gestion est un sujet qui est extrêmement intéressant, qu'on a développé il y a 3-4 ans quasiment au lancement de B2Bed, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de sujets finalement très techniques aussi sur la gestion. Ouais. Et on s'est souvent occupé de l'amont avec la partie transac, mais la gestion est aussi critique que la partie transac, donc il y a beaucoup de choses à dire. Exactement, et c'est surtout qu'on conseille aussi des investisseurs, par exemple lyonnais, à investir en Bretagne, mais si on leur disait achetez un bien là-bas et débrouillez-vous pour la gestion, ça n'aurait pas eu la même qualité de service que si on vous dit on vous conseille d'investir dans cette région par exemple, et en plus on a une personne en local qui peut gérer votre bien et faire la gestion de vos produits. Ok, super. Donc voilà, grosso modo, Jean a cette casquette-là et tu as aussi une deuxième casquette de conseiller. En partie gestion de patrimoine, effectivement, conseiller en gestion de patrimoine. Donc là, on parle beaucoup plus de tout ce qui est fiscalité, succession, situation patrimoniale personnelle, familiale, etc. Ouais, c'est ça. Donc ça reste de la gestion, mais pas de la gestion immobilière, de la gestion de patrimoine. Exactement, voilà. Donc Jean est un gestionnaire en résumé. On va dire ça comme ça. Excellent. Donc comme on l'avait dit aujourd'hui, on va voir ensemble comment définir son loyer, donc étape par étape, comme tu l'as dit. En fait, nous, on a B2Bed propose des investissements immobiliers clés en main avec la gestion après. Et en fait, cette notion de loyer est vraiment omniprésente et très importante dans l'investissement immobilier parce que c'est ce qui va déterminer aussi la rentabilité. Il y a le prix qu'on achète avec le coût de l'opération, mais il y a aussi le coût d'exploitation et combien est-ce que ça va nous coûter. Donc, on va essayer de lister étape par étape un petit peu comment est-ce qu'on fait pour définir un bon loyer et être quasiment sûr, le plus sûr possible, que ça soit le bon loyer par rapport au secteur, par rapport à la clientèle et par rapport à tout ça. Premièrement, Jean, comment, de manière globale, on définit un bon loyer à B2Bed? Alors, la première étape qu'on fait, toujours en amont même d'une transaction, c'est d'étudier le marché. Mais exactement comme on le ferait pour évaluer la valeur d'un bien immobilier, on évalue la valeur locative d'un bien immobilier. C'est-à-dire qu'on fait une étude, tout simplement en se basant sur les annonces qu'on peut trouver dans un lieu précis. Et ça permet de déterminer déjà quel type de location fonctionne, colocation, location seule, etc., des studios ou autres, ou LCD même. Et on regarde du coup les prix des appartements. Une fois qu'on a déterminé ça, on diffuse systématiquement une fausse annonce. Pour se dire, voilà, si je mets un appart à tel endroit, si c'est une colocation, si c'est une location d'un T2, d'un T3, etc., on diffuse la fausse annonce et on voit les retours. Et en fonction de ça, on se dit, ok, le loyer pourrait être, je vais donner des chiffres mais simples, le loyer pourrait être de 500. On se donne une fourchette en disant, voilà, on est 450, 550, et on fait 2-3 tests comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Mais il faut savoir qu'en fonction de la stratégie que vous avez, le montant du loyer peut être extrêmement important parce qu'il a un impact sur, par exemple, la durée que les personnes vont rester dans l'appartement. Mais ça, on va en reparler dans un second temps. Mais globalement, c'est comme ça qu'on détermine le bon loyer. Et une fois qu'on a fini toutes les étapes de la transaction, des travaux, de l'ameublement, etc., pour le coup, on met vraiment en location au prix qu'on a pu déterminer dans les phases amont, les phases d'études pour la mise en loc. Ok, très intéressant. Donc toujours se confronter avec la réalité du marché, c'est pas des chiffres qu'il faut sortir du chapeau, parce que sinon on peut avoir des mauvaises ou des bonnes surprises si vous avez de la chance, mais plus souvent c'est des mauvaises surprises où on surestime un petit peu le loyer en se disant le projet va être très rentable avec ce loyer, mais c'est vrai que si on ne confronte pas au marché, on ne peut pas avoir de retour direct. Et à partir de quand tu estimes qu'un loyer est bon, par exemple sur Lyon ou même sur Toulouse par exemple, on a une présence aussi sur Toulouse. Sur Toulouse, à partir de combien d'appels, en combien de temps, tu dis là je pense qu'on est plutôt cohérent par rapport au marché? Alors là, il faut toujours relativiser. Selon les zones, par exemple, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a les zones et les périodes. C'est deux points qui sont extrêmement critiques dans les mises en location.
principalement pour l'habitation et selon les sites que vous avez. Donc, par exemple, vous êtes basé sur des colocations et vous faites du meublé. On sait que là, il y a 2 grosses périodes dans l'année de mise en loc. Il y a la période de la rentrée, donc selon les régions, par exemple Lyon, ça commence un peu plus tôt parce que la tension locative est un peu plus importante. Donc à partir de juillet déjà, on sait qu'une mise en location à un bon prix, c'est minimum 5 à 10 contacts par jour. Ok, grand minimum. À l'inverse, si on va à Toulouse, la mise en location commence un petit peu plus tard, probablement plus autour d'août. Et là, si on a 5 contacts, c'est déjà bien. Ok. Et après, par exemple, en Bretagne, où on a notre chasseur, là, si on est plutôt sur de la location fin août, début septembre, parce que voilà, fait qu'il y a moins de tension, les gens commencent à chercher un peu plus tard. Et là, déjà 2-3 contacts par jour, on considère que c'est correct. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. L'idée, c'est d'essayer d'arriver, notamment quand vous construisez vos projets, à arriver dans les bonnes périodes. Plutôt la rentrée, et après, il y a un deuxième cycle qui est plutôt autour de février-mars, donc à la fin du semestre. Exactement. Donc ça, c'est pour la partie période. La période dépend notamment de la stratégie que vous avez mis en place, parce que si vous faites des colocations visant les étudiants, c'est pas la même chose que si vous faites, par exemple, location d'un T2, T3, où là, on est vachement moins sensible aux rotations. Il y en a toujours, évidemment. Des gens qui déménagent à Noël, il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est sûr. Mais on est quand même un petit peu moins soumis à cette volatilité du marché qu'on peut avoir sur les locations de meublés qui visent des étudiants. Il faut quand même faire attention. Ou effectivement, si vous diffusez une fausse annonce dans des périodes très creuses, à Noël, peut-être en août aussi, où vous aurez potentiellement moins de contacts. Ouais, mais si vous en avez qui restent qualifiés, dans une période très creuse comme tu le dis, ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel. Après, si vous avez un projet dans les 6-12 prochains mois qui est assez posé et assez cohérent, même si vous n'avez pas encore trouvé le bien, mais si vous partez du principe que vous voulez faire une coloc, bah là on est dans une bonne période pour vraiment tester le marché en cohérence avec cette période-là. Et c'est vrai que comme tu dis, pour schématiser, il faut faire attention au moment de la date de publication de la fausse annonce, mais aussi de la vraie annonce après dès que ça va sortir avec les travaux et tout ça. Bien sûr. Et il faut être prêt à accepter. On parle de fixation, comment on détermine le bon loyer. Si vous dites, ok, moi je décide de me positionner un peu sur du haut de gamme avec un loyer un peu cher, etc., que vous arrivez dans une période creuse ou une période où tout le monde a déjà fait, entre guillemets, a déjà trouvé son appartement, par définition, vous allez avoir peu de contacts. Ça ne veut pas dire que votre appart n'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'il est bien placé, etc. Mais si vous arrivez sur la partie meublée en visant plutôt des étudiants et que vous diffusez l'annonce en octobre-novembre, les probabilités d'avoir des contacts sont quand même faibles. C'est sûr. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Mais globalement, si vous diffusez une fausse annonce, ou une vraie annonce, peu importe, mais dans une période qui ne correspond pas, vous risquez d'être déçu en vous disant ça ne prend pas du tout. Donc là, faut vraiment prendre ça en compte. Ouais, exactement. Les périodicités sont extrêmement importantes. Ok, super. Dans tous les cas, on fera plein d'autres vidéos par rapport au loyer, l'encadrement des loyers, le plafonnement des loyers, vraiment tout ça. Maintenant, parlons un petit peu du choix de mettre un loyer cher versus un loyer plus réaliste, on va dire. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un retour d'expérience par rapport à ça? Parce que c'est vrai que des personnes, pour doper la rentabilité, se disent « je vais louer le plus cher du marché et je vais être super rentable ». Ce que j'aime bien dire, et toi aussi du coup, c'est qu'il y a toujours une rentabilité théorique et une rentabilité réelle. En général, quand la rentabilité théorique est assez élevée, la rentabilité réelle, on peut avoir des surprises. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et surtout donner des conseils par rapport à ça? Bien sûr. Alors effectivement, en termes de loyer, ce que je disais en début de vidéo, c'est qu'on peut se donner une tranche. En disant, si on se dit que la moyenne est 500, on peut être à 450 ou à 550. On peut décider de se mettre à 550 en se disant, évidemment, ma rentabilité est plus élevée. Le problème souvent de se mettre cher, c'est que ça crée une rotation qui est très supérieure, et ça on l'identifie sur l'ensemble de notre parc locatif, ça crée une location qui est très supérieure à ce qu'on a sur des loyers qui sont un peu plus abordables, voire un petit peu en dessous du marché. Donc ça dépend un peu de ce que vous cherchez. Si vous dites, moi je veux maximiser mon loyer, mettez-le plus cher, mais soyez prêt à avoir plus de rotation. Parce que globalement, même si votre appart est bien, il y en a d'autres qui sont bien aussi. Et si les gens payent très cher, ils vont avoir tendance à rester ouverts sur le marché. Et si jamais ils voient un appart qui est pas mal, mais sur lequel ils peuvent économiser 50 ou 100 euros par mois en changeant et en passant dans cet appart-là, ils vont avoir tendance à le faire. Et nous, on se rend compte, beaucoup, notamment sur les colocations, où les apparts qui sont un peu chers, les étudiants ont tendance à partir autour de mai-juin.
et on arrive à relouer autour de août-septembre. Donc une augmentation de vacances locatives. Ah oui, il y a 2-3 mois de vacances, alors que quand le loyer est un peu plus correct, ils ont presque tendance à le garder pour l'été. C'est-à-dire qu'on n'a finalement pas de sortie de locataire et du coup pas du tout de vacances. Donc en fait, il faut calculer, si vous louez, on va dire 1 000 € au total un appartement et que vous avez 2 mois de vacances, ça fait 2 000 € de perdu. Voilà, est-ce que les 50 € ou 100 € que vous avez rajoutés par mois couvrent ces 1 000 € que vous venez de perdre sur 2 mois de vacances? C'est sûr, c'est un calcul à faire. Après, il ne faut pas mettre trop peu cher non plus, parce que souvent quand les gens payent un peu plus, c'est pas vrai tout le temps, mais souvent quand les gens payent un peu plus, on a tendance à se dire qu'ils respectent un peu plus. Alors quand c'est pas cher, ils disent oh, je m'en fous, c'est pas cher. C'est pas cher, Mais voilà, il faut essayer de trouver, et c'est vraiment de l'ajustement fin pour trouver le bon prix. Là, on va parler un petit peu des charges, parce que voilà, il y a beaucoup aussi de choses qu'il faut faire attention au niveau des charges. Très peu en parlent, mais ça reste quand même très important aussi. Donc déjà, comment est-ce que tu peux déterminer les charges pour une colocation ou pour un bien qui est meublé? Alors en fait, la détermination des charges, c'est assez simple. Il faut juste bien comprendre et prendre en compte ce qu'on peut inclure dans les charges. Globalement, il y a toutes les charges de base qui sont forcément quand on met un appart en location. Et après, il y a des charges qu'on peut décider de rajouter ou pas. Mais juste avant d'entrer dans le détail de ça, on va expliquer qu'il y a 2 types de fixation du montant des charges. Soit les provisions pour charges. Les provisions pour charges, ça correspond à ce qui se fait habituellement dans des locations classiques. C'est-à-dire qu'on détermine le montant de la provision pour charge et soit annuellement, soit au moment de la sortie du locataire, on fait une régularisation des charges. C'est-à-dire que si on avait estimé que les charges étaient de 50 € par mois, et que finalement il se révèle que c'était plutôt du 60 parce qu'il y a eu un peu plus de consommation, parce qu'il y a eu un peu plus de présence. On a vu notamment pendant la période Covid, les gens restaient chez eux. On a vu une explosion des charges parce que les gens étant chez eux, ils consommaient beaucoup plus. Exact. Donc ça, je dirais que c'est l'idéal pour la provision. Ça a l'inconvénient c'est qu'il faut être un peu comptable pour arriver à suivre les consommations, etc. Ça a l'inconvénient que des fois, retrouver des locataires, essayer de leur redemander des provisions, c'est pas évident. Parce que même si le locataire part à un moment donné, mais que vous n'avez pas eu la dernière facture d'EDF ou autre, vous le rappelez 3-4 mois après pour lui dire ça y est, j'ai eu mes régules de charge. Ou les copropriétés en général, on arrête les comptes une fois l'année. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver le locataire potentiellement quasi 1 an ou 6 mois ou 1 an après. Donc c'est pas non plus une formule miracle. Le dernier point, c'est que pour des colocations, c'est extrêmement dur de faire des provisions. La raison est toute simple, c'est que vous pouvez avoir, notamment s'il y a plusieurs chambres, vous pouvez avoir une personne qui va partir en cours d'année, vous pouvez avoir une personne qui va rester, etc., et qui va vous dire « Ah mais c'est pas moi qui prenais les douches, c'est lui, etc. » Donc faire des provisions pour charge sur des colocs, c'est franchement pas évident. Donc c'est le rêve, mais c'est pas évident. Le deuxième mode de fixation des charges, c'est le forfait. Alors souvent, c'est ce qui se fait sur les meublés, notamment à destination soit un peu de courte durée, moyenne durée. La raison est tout simple, c'est que c'est extrêmement facile. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de régularisation sur les charges. Donc c'est beaucoup plus facile d'un point de vue gestion, mais ça comporte un peu plus de risques. C'est-à-dire que si vous avez une explosion sur vos charges, vous ne pouvez pas les récupérer auprès de vos locataires. Donc très important. Donc c'est important de le savoir. Souvent, on est nous majoritairement malgré tout en forfait. Parce que c'est plus simple, mais du coup on majore un tout petit peu les charges pour essayer de couvrir en cas d'augmentation. Le dernier point qu'il faut savoir, qui est extrêmement important, c'est que si vous décidez d'inclure l'électricité dans vos charges, ça c'est important. Ça c'est super important, étant donné qu'on n'a pas le droit de revendre de l'énergie. Si l'électricité est incluse dans vos charges, en théorie, vous ne pouvez faire que du forfait. Vous ne pouvez pas faire de provision. Parce que si vous faites de la provision et qu'il y a une explosion, par exemple, de la consommation d'EDF et que vous dites à la personne vous avez trop consommé d'EDF, du coup, je vous recharge ce que EDF m'a chargé, entre guillemets, c'est comme si vous revendiez l'énergie. Donc là, c'est un point qui est soit il ne faut pas prendre EDF, soit vous êtes en forfait. Voilà. Après, ça, il y a la théorie et la pratique, bien sûr, mais voilà, donc là, on est plus sur la partie théorique. Intéressant. Donc voilà, alors maintenant qu'on a posé les bases, pour rentrer dans le concret, tout ce qui est de base dans les charges, c'est les charges de copropriété, mais uniquement les charges récupérables. C'est-à-dire que dans les charges de copro, il faut absolument demander le décompte annuel de vos lots. Donc si vous avez par exemple un appart, une cave,
correspond à vos lots, et il faut demander à la régie de vous fournir le décompte annuel de vos lots à vous. C'est ça. Donc ça, c'est pas l'appel de charge que vous recevez au trimestre. Ça correspond pas du tout à ça. Donc c'est vraiment le décompte, donc c'est un arrêté figé de ce qui s'est passé il y a un an. Voilà. Là-dessus, vous avez toujours une colonne qui s'appelle récupérable. Et c'est uniquement cette colonne-là que vous pouvez récupérer auprès de vos locataires. Voilà. Et le reste, non, du coup. Et le reste, non. Le reste reste à votre charge. Ok. Donc ça, c'est très important parce que, par exemple, quand vous avez des travaux de ravalement de façade, c'est uniquement à votre charge, c'est pas aux charges du locataire. Bien sûr. Mais à l'inverse, s'il y a un gardien, ça, c'est le locataire qui paye. Ok. S'il y a de l'eau courante, ascenseur, eau courante, chauffage qui sont inclus dans les charges, ça, c'est le locataire qui paye et ça, c'est dans les charges récupérables. Ok. Donc, il faut faire très attention parce que dans certains cas, il peut y avoir 50% de différence entre les deux. Oui, c'est sûr. Donc ça. Ensuite, il y a la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc ça, il faut récupérer votre taxe foncière. Sur la taxe foncière, il y a une colonne qui s'appelle taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et ça, vous pouvez le répercuter sur vos locataires. Dans les grosses villes, ça peut s'élever entre 70 et 120 euros. Dans les petites villes, en général, c'est un peu moins cher. Ouais. Ok. Annuel, je parle bien. Oui, bien sûr. Et après, évidemment, il y a la taxe d'habitation. Alors, il faut savoir que souvent, la taxe d'habitation, surtout avec la nouvelle réforme, de moins en moins de personnes sont concernées. Mais voilà, si on vous pose la question, la taxe d'habitation reste toujours à la charge de la personne qui habite au 1er janvier. C'est ça. Il peut habiter un jour et sera redevable de la taxe d'habitation. Exact. Voilà. Donc, il faut savoir qu'avec les colocations, c'est un peu compliqué à gérer parce que des fois, les gens partent en cours d'année. Normalement, c'est proratisé, mais souvent, il n'y en a qu'un qui reçoit la taxe d'habitation pour tout le monde. Oui. Donc ça, c'est un peu compliqué à gérer. Ensuite, il y a les extras. Donc, c'est ce que vous voulez rajouter pour simplifier la vie des gens qui viennent sur les meublés. En général, ça ne concerne que les meublés. Ouais. Donc, si vous voulez inclure Internet, eau, électricité, etc., et bien ça, tout ce que vous payez, entre guillemets, pour vos locataires, vous pouvez évidemment les récupérer sur vos locataires. Ouais. Deux choses à faire attention. L'électricité, ce qu'on a parlé tout à l'heure, où du moment où vous payez l'électricité, vous ne pouvez pas la revendre. Donc, en théorie, vous ne pouvez être qu'en forfait de charge. Ok. Ça, c'est valable que pour EDF ou c'est valable pour tous les fournisseurs d'énergie? Électricité. Électricité. Peu importe le fournisseur. Ok. C'est le principe de revendre l'électricité. D'accord. Ça marche. Et le deuxième point à faire attention, c'est Internet. Où on a déjà tous entendu parler de personnes qui utilisaient les comptes Internet pour consommer des vidéos à la demande ou des choses comme ça, ou qui faisaient des activités illégales. Et vu que c'est vous qui prenez l'abonnement, et vous êtes détenteur du forfait, donc c'est chez vous que vont se tourner Adopi par exemple. Ouais. Donc c'est toujours un peu compliqué après de se retourner vers les locataires. Potentiellement il est plus là, potentiellement il veut dire que c'est pas lui, etc. Ouais, exactement. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire attention. Ouais. Pourquoi est-ce que souvent on le fait en location meublée? C'est juste parce que ça permet aux gens vraiment de mettre les pieds sous la table et ils n'ont rien à faire. Donc souvent les locataires apprécient ça, mais voilà, faut prendre en compte. Alors après sur Internet, peut-être il existe des solutions qui permettent de contrôler. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Notamment un code parental, par exemple, pour tout ce qui est achat. C'est à vous de déterminer un code et ça évite que les personnes achètent des VOD directement sur la box et que vous ayez une facture trop salée à la fin. Mais c'est vrai, après, pour tout ce qui est téléchargement ou choses un peu plus illicites, c'est un peu plus compliqué à maîtriser. Ouais. Alors, il peut exister aussi des solutions où, alors là c'est payant, mais ça marche un peu comme dans les hôtels. C'est-à-dire que les personnes, les locataires, doivent s'identifier via un code spécial pour accéder à Internet. Et du coup, voilà, c'est eux vraiment qui exploitent Internet. Et là, du coup, ça vous dégage. Mais ça, c'est des abonnements mensuels. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête à ça ou leur dire, bon, vous vous débrouillez pour Internet, je prends en charge le reste. Enfin voilà, chacun voit à midi à sa porte. Exactement. Le dernier point, et je finis là-dessus pour ça, c'est la partie assurance. Oui, très important. Donc vous avez en tant que propriétaire l'obligation d'avoir une PNO, propriétaire non occupant. Donc ça, habituellement, tout le monde le sait. Ouais. Mais les locataires qui arrivent chez vous doivent aussi avoir une assurance habitation. Donc là, vous avez deux choix. Vous pouvez prendre, vous, en tant que propriétaire, une assurance pour vos locataires. Ouais. Et dans ce cas, vous pouvez évidemment la faire payer aux locataires. Ou sinon, c'est exiger à l'ensemble des locataires qui viennent d'avoir une assurance habitation. Le jour de la signature. Alors souvent, ce qu'on demande, c'est soit de la fournir un petit peu avant, soit au plus tard, le jour de l'entrée et de l'état des lieux d'entrée. Ouais, ok. Pour être sûr qu'en cas de pépin, au moins, vous êtes couvert. Et lui aussi, ouais, du coup. Et lui aussi. Ok, tout à fait. Ok, super. Je pense qu'on a fait un bon point global sur la définition du loyer. C'est vrai qu'on s'est plus attardé sur pas forcément le loyer en lui-même, parce que on va dire c'est pas la chose la plus compliquée, mais c'est plutôt tout ce qu'il y a à part, les charges, les assurances ou autres. Donc c'était quand même très intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'investir, de faire des investissements immobiliers clés en main, on est présent
dans de plus en plus de villes et ça grandit de plus en plus aussi. Donc n'hésitez pas à regarder le site en description. N'hésitez pas aussi à rejoindre toutes les formations en description de cette vidéo. Et nous, avec Jean, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, Merci. ciao. Ciao.